Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Continuăm seria de emisiuni pe Skype și vom avea ocazia să stăm de vorbă astăzi cu omul care se ocupă de strategia unicornului românesc UiPath. Îl cheamă Varga Moayed și este pasionat de top management. Are un MBA la Wharton School de la Universitatea Americană din Pennsylvania și a studiat comerțul la Școala Superioară de Comerț din Montpellier, în Franța. A lucrat cu multe firme prestigioase din lumea întreagă, iar din martie 2018 se ocupă de strategia de dezvoltare a UiPath. Acest startup fondat în România a ajuns acum numărul 1 mondial în ceea ce numim RPA, Robot Process Automation, adică automatizare de procese. Este un domeniu în plină expansiune, iar această afacere plecată din România se joacă acum cu miliarde de dolari pentru a crea algoritmi de robotizare. Pe lângă sediul de la București, are birouri la New York, Londra, Bangalore, Singapore, Tokyo, Paris și multe altele. Avem alături de noi pe unul din oamenii cheie ai acestei afaceri despre care veți mai auzi vorbindu-se multă vreme de azi înainte. Această emisiune va avea loc în limba franceză. Varga Moayed, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur. Je suis content de vous revoir, d'autant que nous avons déjà fait une interview qui a été beaucoup appréciée d'ailleurs. Nous revoilà ensemble après 2 mois de paralysie imposée par le coronavirus. Dans la majorité des pays du monde, le mot d'ordre pendant cette pandémie a été le confinement. Des milliards de personnes sont restées chez elles et ont continué de travailler dans l'espace virtuel. La grande leçon de cette crise provoquée par le Covid-19 a été quand même la découverte qu'on peut faire beaucoup de choses dans le monde virtuel. Les processus d'automatisation seront de plus en plus recherchés et l'automatisation risque de changer notre façon de travailler et de vivre. D'après vous, le monde de demain, de quoi sera-t-il fait et quelle place occupera l'automatisation dans nos vies? Merci de me recevoir de nouveau, je suis bien content d'être avec vous. Oui, en effet, le Covid-19, comme un certain nombre d'événements dans l'histoire de l'humanité, sert de catalyse ou de moment où on se rend compte qu'on peut faire les choses différemment. Alors, la digitalisation et la virtualisation du monde, ça fait un moment qu'elle est en route, mais je pense que ce que l'on vient de vivre, ce que nous vivons encore, a tout d'un coup mis l'accent sur ce qui peut être fait. Oui, en effet, il n'y a pas de doute que grâce aux technologies de l'information, beaucoup de choses maintenant peuvent se faire de façon virtuelle et également de façon automatisée. Mais je pense également que le confinement a mis le doigt sur, je dirais, le revers de la médaille, qui est aussi de comprendre les limites de ce qui peut être automatisé, de ce qui peut être virtuel. Nous sommes avant tout des animaux sociaux, les hommes. Donc, on se rend compte que oui, il y aura de la virtualisation et de l'automatisation, mais je pense que, et j'espère que les gens se sont rendus compte aussi, que ça n'est jamais du tout ou rien et que le lien social, il y a certaines choses où on aura encore besoin, je l'espère et je le crois, d'être ensemble. Oui, en fait, cette crise du coronavirus a été aussi un révélateur. Ça nous a révélé un peu nos limites. Et comme vous dites, il est très, comment dire, je trouve que c'est normal de trouver un équilibre entre ce qu'on met, la partie de notre vie qu'on met dans le virtuel, dans le digital, et la partie de notre vie qui reste quand même dans le monde réel. Comment trouver cet équilibre? Parce que ce processus d'automatisation et ce déménagement de nos vies professionnelles et une partie de nos vies privées aussi dans le monde virtuel, ça va quand même prendre de plus en plus de place dans nos vies. Cette crise du coronavirus nous l'a montré, mais de toute façon, si le coronavirus n'arrivait pas, il aurait eu probablement autre chose qui aurait poussé l'humanité dans ces directions-là. Comment trouver cet équilibre-là, en fait? Parce que toute cette crise-là, ça pousse à des questions assez profondes.
Alors, je pense comme tout, il n'y a pas de réponse universelle et l'équilibre, on va mettre un certain temps à le trouver selon les personnes, selon les secteurs d'activité. L'homme s'est toujours adapté. Notre façon de communiquer s'adapte aux outils de communication que l'on utilise. Il y a des gens, déjà des psychologues du travail, etc., qui ont observé, par exemple, en quoi les meetings Skype ou Zoom permet de faire certaines choses mieux que les meetings réels, mais par ailleurs permet de faire certaines choses moins bien. Donc, je pense que on va s'adapter. Ça, c'est pas un problème. De la même façon que l'existence de Facebook, Snapchat, etc., a eu un impact sur la façon dont nos enfants et de nos adolescents socialisent, donc ont une vie sociale qui est différente de ce que probablement nous on avait à leur âge. Pour ce qui est de l'automatisation, finalement c'est la même chose. Ça fait un moment que nous chez UiPath on dit aider, laisser nos robots finalement prendre en charge les tâches ingrate et répétitive. C'est laisser les robots faire la part de ce que vous faisiez qui était en fait un travail de robot. Et je pense que si on voit les technologies de cette façon-là, on se rend compte qu'elles sont finalement libératrices. Alors elles demandent un temps d'adaptation, mais toutes les technologies ont toujours été libératrices et donné plus de temps aux humains pour faire des choses plus agréables et plus utiles plutôt que de faire des choses finalement rébarbatives, mécaniques, etc., où la technologie est mieux à même de nous remplacer dans le fond. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'avais une image en tête en vous écoutant. Vous savez, quand on fait la vaisselle, on fait une tâche répétitive tous les jours, on fait la vaisselle à un moment donné. Bon, plus on fait la vaisselle, plus on fait une certaine tâche, plus on devient bon à le faire. C'est-à-dire qu'au début, un enfant qui commence à faire la vaisselle, ça met plus de temps que nous, parce que nous, on l'a fait des milliers de fois. Et à force de répéter la même chose, du coup, on accélère le processus. Et puis, on a inventé la machine à laver la vaisselle, quoi. Et puis, on va inventer des machines qui vont nous permettre de nous libérer encore plus de temps là. Et maintenant, j'aimerais savoir, avec le temps que vous pourriez gagner, vous feriez quoi? Alors, je vais vous donner des exemples très précis, notamment cette crise du corona, où il y a eu tout d'un coup un certain nombre de gens qui devaient faire beaucoup de choses très vite. Et on va prendre l'exemple des hôpitaux. On a fait plusieurs projets pro bono disant qu'on ne s'est pas fait payer, avec des hôpitaux. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand il y a une crise dans le monde actuel, on vit dans un monde où il faut capturer la donnée, où il faut transmettre des rapports. Donc, il y a beaucoup de tâches ingrates de type administratif que même les hôpitaux doivent faire. Donc, on se rendrait compte, ça a commencé en Irlande avec le réseau d'hôpitaux irlandais, où alors, au moment du Covid, en fait, 20 à 30% du temps des infirmières était passé à remplir des rapports. Rapports nécessaires par ailleurs, parce qu'il faut reporter combien il y a de cas de gens qui ont attrapé, combien il y a de cas guéris, enfin, il y a toute une paperasserie qui est utile. Mais ce qui n'est pas utile, c'est de prendre du temps des infirmières pour faire ce genre de choses. Alors, ils ont déployé notre technologie, ce qui a permis de libérer le temps des infirmières. Et comme vous pouvez l'imaginer, en ce moment, ce temps-là était très précieux. Elles étaient bien plus utiles au chevet des patients que derrière un ordinateur à remplir des rapports. Donc, voici un exemple de quand le temps est libéré de tâches ingrates, néanmoins nécessaires, comme laver la vaisselle, c'est peut-être ingrat, mais c'est néanmoins nécessaire, on a du temps pour faire des choses à plus forte valeur ajoutée.
Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire depuis toujours, quoi. Si aujourd'hui on va au bureau en voiture et pas à cheval, c'est parce qu'un jour on a décidé que c'est plus intéressant d'aller plus vite et d'une manière plus confortable, quoi. J'aimerais qu'on parle un peu de UiPath aussi, de l'affaire UiPath. Vous êtes chargé de la stratégie de développement de UiPath. Concrètement, vous faites quoi au sein de UiPath? Personnellement, oui. Alors je fais à peu près 2, 3 choses en simultané. Alors oui, je me préoccupe, pas tout seul, bien entendu, avec Daniel, notre fondateur, et d'autres membres du comité exécutif, je dirais de la stratégie. Donc la stratégie, pour une société comme nous, qui est dans un secteur en changement constant et en forte croissance, ça n'est pas comme à l'époque où je faisais la stratégie, peut-être pour certains de mes clients, quand j'étais consultant dans des industries plus établies, où c'était un exercice qu'on faisait de façon annuelle. Nous, c'est un exercice que l'on fait tous les trimestres de façon continue. On observe les tendances du marché, on écoute ce que nos clients disent, on se préoccupe de nouveaux concurrents, comme par exemple récemment Microsoft qui est rentré dans le marché du RPA, et on adapte et notre façon de commercialiser notre produit, mais également nos priorités en termes de recherche et de développement et de nouveaux produits. Donc ça, c'est une partie de ce que je fais. Une autre partie, pour pouvoir faire ce travail, je consacre à rencontrer nos clients les plus importants pour être à l'écoute de leurs demandes, de leurs préoccupations. Et en fait, une troisième partie, comme nous sommes en très forte croissance, nous disons souvent avec Daniel, je dirais de façon un petit peu à la blague, qu'on bâtit la Ferrari en même temps qu'on est en train de la conduire. Ce qui veut dire qu'il y a également tout un élément de renforcer en fait les processus et les systèmes de notre société pour pouvoir finalement servir nos clients de façon satisfaisante, alors que nous doublons quasiment tous les ans la quantité de transactions que l'on fait. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Comment vous expliquez ce parcours, ce succès qui fait très plaisir aux Romains, bien sûr, mais au-delà de cette joie de voir un unicorn roumain, c'est quoi l'ingrédient qui a fait le succès de cette boîte? Alors, bien entendu, comme toujours, il n'y a pas un seul ingrédient. Il y a une partie où on va dire que nous avons eu la bonne stratégie et il y a aussi une partie, comme toute entreprise humaine, où nous avons eu de la chance. Mais sa chance, il faut savoir la saisir aussi. Donc, si on revient en 2015 à peu près, ou même en 2013, vraiment le premier produit tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, il a été défini en 2013. Et si vous voyez en 2014, nous étions loin d'être le leader de ce secteur. Nous avions à l'époque, en 2015, déjà une entreprise anglaise qui s'appelait Blue Prism, qui était même déjà cotée au second marché en Angleterre. Une entreprise établie aux États-Unis qui s'appelait Automation Anywhere, qui était bien devant nous à l'époque. Je pense que ça a été une combinaison donc de stratégie intelligente de notre part, et également, je pense qu'on en avait parlé lors de l'émission précédente, d'une mentalité et d'un mindset, une façon de penser qui était différente. Nous avions absolument aucune arrogance puisque nous n'étions pas une entreprise anglaise et nous n'étions pas une entreprise américaine. Donc nous sommes rentrés dans tous les pays, je dirais par la petite porte et sans arrogance, avec une certaine humilité qui demeure une des valeurs cardinales de notre entreprise. Et nous avons fait confiance à des équipes locales pour qu'elles amènent nos produits sur le marché. Bon. Au-delà de ça, bien sûr, ça a beaucoup aidé que, sincèrement, on avait un produit qui était excellent, qui était un produit, puisqu'on avait une culture d'engineering qui était très forte, et c'était un produit qui avait été travaillé pendant des années. Donc, le produit était très bon. Nous avons également eu une approche qui a été, nous avons été les seuls et les premiers à offrir notre produit gratuitement sur le web.
ce qu'on appelle de Community Edition, à toute entreprise ayant un chiffre d'affaires de moins de 5 millions et à tout individu qui avait envie de l'utiliser. Donc cette approche, si vous voulez, de donner le produit gratuitement, nous a beaucoup aidé parce qu'on s'est retrouvé dans de très grandes entreprises où des gens à titre individuel avaient déjà utilisé notre produit. Et quand on se retrouvait finalement dans un meeting avec leur boss, qui disait est-ce que ça fonctionne ou pas, vous aviez le petit jeune autour de la table qui disait non, non seulement ça fonctionne, mais ça fait déjà 6 mois que j'utilise et regardez tout ce que j'ai pu faire avec. Et souvent leur patron était ah bon, je ne savais pas qu'on utilisait déjà ce produit. Donc on est encore une fois rentré par la petite porte dans les entreprises de la même façon qu'on l'avait fait dans les pays. Et cette ouverture, je dirais, et cette humilité, en même temps d'être allé à ouvrir des bureaux dans le monde entier simultanément, du fait que, comme je dis souvent en rigolant, tout marché pour nous était plus grand que le marché roumain. Donc, tout pays était bon à prendre. On n'avait pas cette vue des choses que nous sommes aux États-Unis, on va d'abord faire les États-Unis. Nous sommes en Angleterre, on va d'abord faire l'Angleterre et l'Europe. Nous, on est allés simultanément et au Japon, et en Inde, et aux États-Unis, et en Afrique du Sud, et dans tous les pays européens. Ouais, on dit que c'est difficile d'arriver, de monter au sommet là, mais c'est encore plus difficile d'y rester. Aujourd'hui, UiPath, qui a démarré avec une startup roumaine, est au top, est arrivé au top. Vous parlez de cette humilité-là. Maintenant, vous êtes au top. Comment vous faites pour garder cette humilité-là? Parce que quand on arrive au top, on commence à avoir des idées. On a vu des grosses boîtes qui se sont effondrées parce qu'elles n'ont pas su peut-être garder cette humilité-là, rester en contact avec le marché, les besoins du marché. Je pense par exemple à l'exemple de Kodak, qui s'est complètement effondré parce qu'ils n'ont pas su suivre les technologies. Comment on fait pour rester au sommet? Comment on fait quand on a parcouru le chemin, on est là, comment vous faites pour rester au sommet et comment vous envisagez de continuer à partir de là? Alors, d'abord, en ayant institutionnalisé la valeur d'humilité, donc déjà, ça aide. C'est-à-dire que si vous l'institutionnalisez et vous dites à tout le monde, il est important de rester humble, bon, ça aide déjà. Donc, deuxièmement, je vous disais, on fait des revues stratégiques à tous les trimestres. Personnellement, en charge de la stratégie, je rencontre les clients. Et on a également une façon de travailler qui est le reflet très propre et la force de notre fondateur et de notre leader, Daniel. Quand nous faisons de réunions, et qui met un petit peu mal à l'aise d'ailleurs certains des exécutifs qui viennent un peu du monde plus établi, entre guillemets, qui venaient d'autres entreprises, quand nous faisons de réunions, Daniel non seulement ne s'offusque pas que l'on ne soit pas d'accord avec lui, mais encourage à ce que tout le monde s'exprime et que les voix dissidentes se fassent entendre. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. La Roumanie, ça représente quoi pour vous? Vivre ici, ça représente quoi pour vous? C'est aussi, je suppose, un peu votre pays, puisque vous passez pas mal de temps ici. Comment vous percevez ce pays? La Roumanie, c'est mon nouveau chez moi, hein, puisque maintenant, ça fait 5 ans que je me suis établi et j'ai épousé une Roumaine. C'est un pays qui est très intéressant. Je pense, encore une fois, on l'avait mentionné la dernière fois. C'est un pays qui est au croisement de tellement de choses. C'est un pays qui est au croisement historique entre sortir d'un système pour une génération, j'allais pas dire comme la vôtre, mais peut-être comme la vôtre qui a connu une façon de penser l'économie et la société complètement différente, et la nouvelle génération qui tout d'un coup, non seulement a une nouvelle façon, mais qui tout d'un coup propulsée dans la mondialisation et dans l'Europe. C'est un pays qui a toujours été historiquement au croisement culturel entre l'Orient et l'Occident, avec la présence turque pendant des siècles et la présence austro-hongroise de l'autre côté pendant des siècles. Moi, j'aime la Roumanie parce que c'est un pays où les choses ne sont pas figées. Donc, comme je suis un bâtisseur, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime pas les sociétés figées. J'ai eu la chance de vivre également dans une société avant de venir en Roumanie, qui est le Québec, qui est également ma deuxième maison,
qui était également une société qui n'est pas figée, parce que le Québec aussi, c'est une province qui est déchirée entre son allégeance à la francophonie et le fait qu'elle se trouve en Amérique du Nord. C'est une société qui est également en pleine mutation entre une société qui était très catholique et qui est devenue athée. J'aime ces sociétés où les choses ne sont pas figées, où les gens sont ouverts, parce que c'est des endroits où on peut changer, on peut bâtir, ce qui est peut-être moins vrai dans certaines d'autres sociétés comme le pays qui nous a donné cette belle langue dans laquelle nous parlons aujourd'hui. Tout à fait. À mon tour, j'ai vécu pas mal de temps en France. À Paris, c'est une ville très agréable, mais ça fait un peu musée. C'est vrai qu'on y va, c'est très bien pour quelques jours, mais après, on se demande, et alors et personnellement, j'ai envie de rentrer à Bucarest parce que, comme vous dites, ici, tout bouge. C'est ça. On est dans le flou artistique, mais la Roumanie, c'est quand même un pays de frontières. C'est un pays qui a été au carrefour de grands empires. Et les pays de frontières développent une sorte de comportement un peu de ce qu'on appelle en français le système D, la débrouillardise, quoi. On a tout le temps dû se débrouiller, trouver des solutions. Et c'est une qualité qui a des avantages et des désavantages aussi. C'est-à-dire que, bon, quand tu bouges tout le temps, tu trouves des solutions, bon, tu es flexible. En même temps, c'est vrai qu'ici en Roumanie, on a un problème avec comment dire, on a du mal à mener un projet au bout. On commence plein de choses, mais on a du mal à accomplir quelque chose parce qu'on est tout le temps en mouvement. Vous avez beaucoup de culture derrière vous. Le simple fait de vivre à Bucarest, ça donne quoi pour vous, au-delà de la vie professionnelle? C'est une ville qui est agréable à vivre, hein. Donc moi j'ai pas de problème à aimer la qualité de vie au quotidien à Bucarest. Bon, il faut savoir, comme je viens également de multiples cultures, moi j'ai passé aussi mon enfance au Maroc. Donc certaines caractéristiques roumaines ne me gênent pas. Je retrouve cette notion de débrouillardise et d'agilité, et que certains appelleront, pour utiliser un mot français, de roublardise aussi. Où bon, c'est pas, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, il y a un delta, mais bon, voilà, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Personnellement, ça ne me gêne pas. C'est pas quelque chose qui me. Je sais, par exemple, j'ai souvent, quand je suis arrivé à Bucarest, beaucoup de gens me disaient, ouh là là, tu vas voir, la circulation à Bucarest, c'est tellement difficile. Alors, c'est sûr que comparé à ce que j'avais vécu pendant 20 ans au Québec, c'est beaucoup plus difficile. Mais comparé à ma jeunesse, à mon enfance et ce que j'avais vécu à Marrakech, c'était rien du tout en fait. Donc, tout est une question tout est relatif. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'aimerais savoir si au niveau des startups roumaines, est-ce qu'il y a une démarche de UiPath pour encourager ce mouvement? Est-ce qu'au-delà du business que UiPath fait de la robotisation, est-ce que UiPath a aussi une dimension de s'impliquer aussi dans le développement d'un pays comme la Roumanie? Parce que derrière, je vois quand même un certain nombre de gens qui viennent, qui ont des grandes ambitions et qui sont vraiment bons, hein. Oui, alors absolument, je suis content que vous m'ayez posé la question. En fait, nous avons lancé une initiative l'année dernière et que nous répétons cette année qui s'appelle le UiPath Automation Awards, donc qui est un programme de awards. Comment on dit en français awards? Le mot ne me vient pas. Et qui est en fait pas uniquement sur la Roumanie, mais qui est sur l'ensemble de l'Europe de l'Est et la Turquie. Et donc, c'est un programme, on l'a lancé l'année dernière, on a eu, je pense, plus de 200 applications, où c'est pour les startups, où donc il y a deux prix, il y a le prix de la startup et le prix de la scale-up, avec un jury qui est fait de quelques membres du UiPath, mais également de gens qui viennent du monde du venture capital. Où le gagnant reçoit non seulement de l'argent, mais une aide concrète de UiPath, puisque
nous faisons de la publicité pour les gagnants, nous les présentons à nos plus gros clients, nous les aidons en leur donnant notre technologie gratuitement et nous les aidons en fait dans des efforts de développement. L'année dernière, d'ailleurs, le gagnant du Scale-Up, c'est une entreprise roumaine qui s'appelait Smart Dreamers, qui est dans l'automatisation du recrutement en fait. Et il y avait une autre, celle qui a gagné le Startup, qui était une entreprise polonaise. Et tous les deux, vous pouvez aller voir sur notre site, puisqu'on est en train de relancer la deuxième édition. Vous diront que ça leur a vraiment donné ça a vraiment boosté leur croissance que de gagner ce prix-là. Et donc, j'en profite, puisque je suis là, de faire appel à toutes les startups en Roumanie et dans les pays de l'Est qui sont dans l'automatisation, de participer à cet événement qui permet justement de booster la croissance et la visibilité des entreprises de notre région dans la technologie. Je serais très curieux d'avoir vos impressions sur ces jeunes-là, parce que moi, je les ai découverts tout récemment en faisant cette émission et je suis assez épaté. Mais ça me fait un peu réfléchir, parce que je me disais, à l'époque où j'étais jeune comme eux, enfin, c'est des types qui ont peut-être 20 ans et quelques, quoi. Ma façon de voir le monde, tout basé sur ma culture, tout ce que j'avais appris et tout, me donnait une certaine image du monde. Mais ces gens-là, je les sens assez différents de ma génération. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec la technologie à portée de leur main, quoi. Ils ont leur téléphone mobile dans une main et leur tablette ou leur ordinateur dans l'autre. Donc, ils sont nés avec. Tout s'accélère, les technologies s'accélèrent. Au niveau de la perception que vous avez de ces gens-là, vous les voyez comment, ces gens qui arrivent là sur le marché? Eh bien, je les vois exactement comme je vois leurs collègues canadiens, français ou américains. C'est des enfants qui sont, they were born global, comme on dit de certaines technologies. Et ça, je pense que c'est très très bien, parce que ils n'ont plus peut-être justement cette limitation que leurs parents avaient de parce que je suis roumain, mon précaré n'est que la Roumanie. Non seulement ils pensent que leur précaré n'est pas uniquement la Roumanie, mais ils ne pensent pas non plus que leur précaré est uniquement l'Europe. Et je pense que ça, c'est bien. Je pense que ça, c'est un premier pas de s'être décomplexé. Et je pense que si on a eu une influence un tant soit peu utile, et comme vous le dites, et les VC nous le disent également, c'est d'avoir décomplexé un certain nombre de Roumains, de dire, ben moi aussi, je peux jouer sur la scène internationale de la même façon qu'au niveau du tennis. Le succès de Simona Halep, je suis sûr, a convaincu aujourd'hui des centaines de petites filles roumaines de rêver grand et de se mettre au tennis en disant « moi aussi, je peux être numéro 1 mondial ». Donc cet effet d'émulation, on est très content de le voir arriver et on pense que c'est bien. Maintenant, en même temps, et puis c'est pas grave, il faut pas être, ils sont peut-être un petit peu naïfs, mais c'est pas grave. Tout entrepreneur est naïf au départ, et cette dose de naïveté et de croire en soi est un ingrédient nécessaire, pas suffisant, mais absolument nécessaire pour pouvoir réussir. Alors ils vont apprendre, un certain nombre d'entre eux, je l'espère, vont réussir. Nous en aidons un certain nombre d'entre eux ne vont pas réussir, mais si ce sont des vrais entrepreneurs, ils vont apprendre de leurs défaites ou de leurs erreurs pour mieux rebondir. Et je pense qu'à moyen terme, ça ne peut avoir qu'un impact positif pour l'ensemble de la société roumaine. Une demi-heure, ça passe hyper vite avec vous. Là, je regardais la montre, là, on est à la fin de l'émission et c'est une belle conclusion ce que vous venez de dire. Vous avez mentionné Simona Halep, ça m'a rappelé aussi Nadia Comaneci, le moment où elle a pris elle a fait exploser les tableaux avec la note 10 là, à Montréal. Je pense que pour les jeunes roumains, c'est très important d'avoir ces repères-là. Et je pense aussi qu'au niveau économique, maintenant, avec UiPath, les jeunes roumains ont trouvé un repère. Et ça leur permet de rêver comme les jeunes filles ont rêvé après Nadia Comaneci et comme les jeunes filles rêvent aujourd'hui après Simona Halep. Voilà, on peut rêver aussi d'une autre Roumanie grâce aux nouvelles tehnologii. Domnule Moaed, vă mulțumesc că ați fost cu mine la emisiunea Noi venim din viitor. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Varga Moaed, omul care se ocupă de strategia celei mai mari firme de robotizare creată în România și dezvoltată internațional, UiPath.
Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Și mai avem și știri din viitor în fiecare vineri după jurnalul de la ora 1. Aceste emisiuni sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa în curând cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate, o poveste despre om, despre tine, cum nu ai mai auzit până acum. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.